Alors oui, évidemment, ma façon de filmer, elle a changé pour la simple et bonne raison que j'ai pas une façon de filmer que j'applique par principe à tout film, mais que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que je n'ai pas de façon de filmer a priori, je n'ai pas de style que je serais capable d'identifier et que je serais capable d'appliquer comme ça, comme une espèce d'auteur acharné sur quel que soit le sujet, mais évidemment, à chaque fois qu'un nouveau projet me vient, se présente, la première question qui me vient, c'est comment, avec le cinéma, je dois raconter cette histoire. Ce qui caractérise Orpheline particulièrement, je crois qu'au tout départ, j'étais prêt à faire un film disgracieux. J'étais prêt à faire un film moche, pour le dire simplement. Je dirais que la recherche d'une certaine forme de beauté en image et en son était absolument pas première. Ce qui était premier, c'était la recherche d'une énergie, la recherche d'une immédiateté dans le rapport à ce qui était filmé, une frontalité. Et de manière générale, la grande nouveauté pour ce film-là, pour Orpheline, c'est de tenter d'épouser strictement le point de vue du personnage principal féminin. Ma conviction et mon désir était que le film soit du présent tout le temps. Voilà. Même si on raconte des moments différents de la vie d'une personne, à chaque fois qu'on est dans ces moments-là, à chaque fois qu'on n'est pas dans l'enfance, le film s'ouvre à partir de l'âge adulte du personnage, un peu comme un principe de poupée russe. Puis on va avoir accès à sa jeunesse, puis à son adolescence, puis à sa petite enfance. On remonte dans le temps comme ça, puis on va revenir à l'âge adulte. Et c'est l'âge adulte qui va clore le film. Je n'utilise pas la figure du flashback, qui est une figure qui ne me convient pas, dans la mesure où elle prétend ouvrir sur du passé. Voilà. Mais je fais des ruptures, et qui sont des ruptures pour basculer dans un autre présent. Voilà. Sans que jamais ce soit ni même introduit comme du passé. Et les temporalités de chaque histoire sont différentes. Je ne sais pas si ça vous fait cet effet, vous êtes plus jeune que moi. Moi, je sais que j'ai déjà constaté en vieillissant que le temps d'une journée ne s'écoule pas pareil selon qu'on a 6 ans, selon qu'on a 13 ans. Selon qu'on a 20 ans et selon qu'on a 28 ans, et alors, à plus forte raison, selon qu'on a 50 et j'imagine 70. Et donc, le temps est infiniment lent et infiniment dense. Le temps d'une journée, par exemple, chez un enfant de 6 ans, est infiniment lent et infiniment peuplé, infiniment dense, puisqu'on est dans la découverte, en fait. Tout ce qu'on rencontre dans une journée, tout ce qu'un enfant rencontre dans une journée est presque purement de la découverte. D'où cette impression d'où la fatigue des enfants qui ont besoin de faire une sieste en milieu de journée, et qui ont l'impression même de recommencer une journée après cette sieste. Ça, c'est une chose qui m'avait beaucoup frappé. Et en fait, on a construit la temporalité de cette petite fille sur une après-midi, alors qu'il s'agit de la même durée quasiment de la partie, puisque chaque partie fait à peu près 25 minutes. Les 25 minutes de la jeune adolescente représentent quelques jours d'une fugue. Les 25 minutes de la jeune femme de 20 ans représentent quelques semaines du temps de son arrivée à Paris et de ses premières rencontres. Le temps de la jeune femme de 27 ans représente les quelques mois de sa grossesse. Voilà. Et vraiment, l'échelle temporelle, je ne sais pas si ça répond à votre question, l'échelle temporelle s'adapte en fait à la particularité de chaque âge de la vie. Oui, Karine Rosinski? Vous êtes Karine Rosinski, madame?
Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Pauline, ouvrez la porte. C'est quoi ce bordel? Allez, oh, doucement. Restez calme, monsieur. Baissez vos armes, putain. Parlez pas comme ça, monsieur. Madame, vous êtes Karine Rosinski? Baissez vos armes, s'il vous plaît, c'est dangereux. J'ai un mandat d'arrêt au nom de Karine Rosinski. C'est pas ici, vous vous trompez, c'est pas elle. Baissez votre arme, vous lui faites On peur. bouge plus. Est-ce que vous pouvez confirmer votre identité? C'est pas elle, je vous dis. Vous êtes Karine Rosinski, madame? N'importe quoi, c'est ma femme. C'est la directrice de l'école. Monte tes papiers. Madame, René. vous êtes Karine Rosinski? Oui. Allez. J'ai organisé dans un espace réel, et non pas en studio, dans un couloir d'entrée, une scène très importante où combien ils étaient? 4 policiers entraient s'occuper d'arrêter le personnage principal et était aux prises avec son mari qui se mettait à paniquer et surtout ne comprenait pas ce qui arrivait. Donc ça veut dire qu'on met 6 personnes et pas des petits gabarits dans un couloir de HLM et que tout l'enjeu consistait, après avoir montré, je dirais, l'ensemble de la situation d'un plan avec l'équivalent du 50 mm pour Bresson, qui était le 40 mm en cinémascope, donc qui est une focale qui est un début de longue focale, donc qui ne permet pas d'embrasser très largement les scènes, et avec ensuite la nécessité de séparer les personnages parfois pour pouvoir comprendre les conflits, en fait. Voilà, c'est un principe de conflit, d'incompréhension, et notamment la nécessité de séparer l'homme de la femme, le personnage joué par Adèle Haenel, de son mari, puisque cette scène révèle que, alors qu'ils sont mari et femme et qu'ils s'aiment beaucoup, ils viennent d'apprendre la veille au soir que, alors qu'ils le désiraient depuis très longtemps, ils vont avoir un enfant. À ce moment-là, la police fait irruption et apprend au mari que sa femme usurpe une identité, n'est pas, n'a pas le nom, son véritable nom est un autre nom et a probablement une autre vie, et que c'est la raison pour laquelle ils vont l'arrêter à la toute fin probable de la prescription, avant l'arrivée de la prescription. Pour quelque chose qui semblerait qu'elle ait commis, mais à ce stade, on ne sait absolument rien de la raison pour laquelle, ce qui fait que le mari qui assiste à ça est absolument convaincu qu'il s'agit d'une méprise et s'insurge. Tout ça dans un couloir qui doit, bon an, mal an, avoir, je ne sais pas combien ça fait, un couloir, mais voilà, ça fait à peine la largeur du cadre quand la caméra se recule un peu. Le tout dans un décor, encore une fois, dans lequel on ne pouvait pas tricher, parce que les murs étaient en dur. Je tiens absolument à tourner dans des décors qui sont réels, parce qu'ils me contraignent à placer la caméra à des endroits humainement imaginables, voilà, à des endroits réels. Il y avait 2 axes avec des rapprochements, mais il n'y a quasiment que 2 axes, effectivement. Il y avait avec de très très légères variantes, mais voilà, j'ai envie de dire, c'est l'axe de l'homme et l'axe de la femme, c'est l'axe du mensonge et l'axe de la personne à qui on a menti. C'est quoi ce bordel? Allez, oh, doucement. Oui, et souvent on défonce une porte quand le personnage principal est à l'intérieur. Il y a souvent une violence masculine qui consiste à faire exploser une porte quand le personnage féminin n'ouvre pas. C'est vrai, j'y avais pas pensé. Ce vers quoi j'ai l'impression que je suis allé a beaucoup été le peu d'espace, en fait. C'est la mise en scène d'une contrainte, hein. C'est un personnage qui est sous contrainte tout le temps, qui est enfermé dans des petites boîtes, des boîtes de nuit, des couloirs, des chambres,
des voitures, souvent des voitures, des lieux dans lesquels elle est un peu, plus ou moins prise au piège quand même. La prison, évidemment. Et je pense que c'est ça qu'il s'est agi de mettre en scène. Donc ça voulait dire avoir souvent les murs dans l'image, ne pas fuir, au contraire, les lieux exigus, mais les choisir parce qu'ils sont représentatifs de ce qui arrive au personnage. Et que probablement toute la mise en scène a tourné autour de ça. Pardon. Dans le film, c'est découpé. C'est le film que j'ai fait qui a le plus de plans, absolument. Je l'ai su, je crois que c'est beaucoup, je crois que c'est plus de 2000 plans. Alors pour le coup, c'est drôle que vous disiez ça, parce que cette scène qui est très importante et qu'on a eu la chance d'avoir sous un soleil de plomb dans un parking qui donne sur l'aéroport, au départ, je souhaitais tourner dans l'aéroport et ces scènes de dialogue entre le personnage joué par Gemma Arterton et celui joué par Adèle Haenel étaient pensées, imaginées sur des couloirs, des escalators, des zones d'embarquement, etc. Et puis, on était d'accord avec le directeur de production et toute l'équipe pour trouver ça tellement scandaleusement cher et hors de nos moyens qu'on s'est dit il faut trouver une autre solution. Et effectivement, le but c'était de dire cette femme s'en va, elle quitte le pays, elle part ailleurs et le reste n'est pas important. Voilà. Et en revanche, il devait y avoir une violence. Il devait y avoir une violence exercée sur le personnage principal qui est dans tous ses états parce qu'elle sent que possiblement cette femme qui est Gemma Arterton, potentiellement a la capacité de mettre en danger sa vie actuelle avec l'homme qu'elle aime. Et donc il fallait créer de la violence. Et il s'est trouvé qu'il y avait une violence à exploiter dans ce lieu qui est un parking qui donne sur le tarmac, où à la fois on exprimait encore mieux et encore plus visuellement ce qu'était l'aéroport et le fait que cette femme allait partir avec tout son argent et tout l'argent du couple en voyant des avions passer derrière et en voyant le mouvement des petites navettes, etc. Mais effectivement, en plus de ça, c'était... comme souvent quand on s'approche de vrai et de près des avions, un lieu d'une extrême violence sonore. Et j'ai joué et j'ai gardé cette violence sonore comme la violence intérieure faite au personnage. Ben voilà, c'est extraordinaire, hein. Voilà la réponse, enfin une des réponses. Voilà, je vais me taire après ça. Je vais me taire, hein. On a eu la réponse en direct. C'est mon téléphone qui a parlé à ma place. Voilà.